Bonjour, aujourd'hui nous recevons Catherine Deshaies. C'est bien prononcé? C'est bon. Bon, soyez la bienvenue. Merci. Donc Catherine, vous êtes psychiatre à Castelnau-le-Lez. Et à l'hôpital de Montfavet-Avignon. Voilà. Praticien hospitalier. Et vous faites partie des 5 à 10% de médecins qui se posent des questions sur le vaccin. La statistique exacte, je ne la connais pas. Je dois dire que j'ai des collègues qui se posent des questions, c'est certain, sur la pertinence de la stratégie vaccinale. Certes, je m'en pose, et des questions bien au-delà de cela, de la manière dont on est... Alors, dont on est traité, je dirais. Voilà, donc on va revenir sur le libre consentement, la balance bénéfice-risque, ce qui est défavorable. Donc votre parole est importante parce que ça fait très longtemps que je souhaite interviewer des médecins qui ne soient pas dans la parole généralisée, mais qui aient le courage de parler. C'est rare. Et je connais plein de médecins, j'en ai trouvé. Vous êtes la première que je trouve. Donc je souhaitais vous féliciter. Merci. Donc Catherine, donc 63 ans, 3 enfants, depuis 1968 à Montpellier. Voilà, vous êtes donc vous travaillez à Avignon, vous l'avez signalé, donc vous êtes spécialisé dans la Gestalt thérapie. Alors si j'ai bien compris, hein, vous allez préciser parce que je suis un peu bas de plafond. Hein. Donc c'est basé sur les expériences en cours avec l'humain en priorité et beaucoup d'échanges avec le psy. C'est-à-dire qu'on est en dehors du praticien là, qui écoute son client. Le client est sur le divan et puis le praticien ne dit rien. Ah non, le praticien est très engagé dans la situation. Il commente son expérience, il est attentif à l'expérience en cours de ce qui est en train de se passer, de se dire, à l'occasion de la manière dont nous nous exprimons l'un et l'autre, dont nous nous comportons, et c'est ça qui est mis en exergue. La Gestalt thérapie est une thérapie existentielle. Et ça veut dire que dans cette thérapie, on va s'intéresser à l'existence. L'existence, c'est pas le corps vivant biologique, c'est une démarche qui n'est pas médicale dans la Gestalt thérapie. D'accord. C'est une méthode globale, plus globale. C'est une méthode plus globale, on doit dire peut-être plus philosophique aussi, et plus centrée sur qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce que l'existence, et comment l'humain se débrouille quelque part avec cette affaire d'avoir à cheminer, à faire des choix, à supporter sa finitude, à supporter le fait d'avoir un jour à mourir. Toutes ces questions existentielles, en fait, nous occupent au plus profond, et d'avoir aussi à faire avec l'angoisse. Et ça, c'est peut-être intéressant. C'est-à-dire qu'en tant que gestalt thérapeute, je vais accompagner la personne, non pas à forcément se comporter autrement, mais à comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle se comporte comme ça, et la plupart du temps, c'est aussi pour éviter des angoisses, et l'aider à porter, déjà, à se porter, à porter son existence, à assumer des choix, à faire avec la solitude, à faire avec les affres, les accidents de la vie. Donc vous avez écrit aussi un bouquin en 2010 qui a été réédité 3 fois. Ça s'appelle, donc c'est un grand succès, réédité 3 fois. C'est un succès auprès des personnes concernées, effectivement. Mon éditeur, Interédition Duno, l'a réédité sans difficulté. Il commence à être assez connu auprès du personnel soignant, infirmier. Donc ça s'appelle trouver la bonne distance avec l'autre. Est-ce qu'on est à la bonne distance là? On va dire qu'on est à la distance qui convient, mais c'est une distance beaucoup plus symbolique qui est celle qui est étudiée dans mon livre. C'est quoi la distance symbolique alors? Si je devais rebaptiser mon livre, je dirais peut-être plutôt trouver la bonne proximité plutôt que trouver la bonne distance. On est dans une société qui, de fait, met de la distance.
Et le plus difficile finalement dans l'accompagnement des proches et dans l'accompagnement médical, et on voit bien comment la médecine s'est technicisée, le plus difficile finalement c'est de s'approcher de l'autre, c'est de comment dirais-je, être au plus près dans le sens de supporter la souffrance de l'autre, entendre la souffrance de l'autre, on ne l'entend jamais. C'est une certaine distance qui fait qu'on sait pour l'autre, qu'on sait pour autrui, qu'on l'a déjà défini, qu'on l'a déjà mis dans des boîtes, dans des étiquettes, dans des diagnostics. Ça, c'est la distance. D'accord. Donc vous êtes passionné de voile, vous faites des régates, oui. Du hockey sur glace aussi, piano, jazz, qualité, discrétion, prendre position, trancher. La médecine, vous m'avez dit, supporte mal le doute, et vous êtes sûr de rien. Ben oui, dans mon métier, je me pose des questions et j'aide justement les patients à supporter le fait qu'ils ont des questions à se poser, voilà. Et que ça ne peut pas être autrement. Donc on est deux dans la même allez, on va pas dire dans le même bateau, on va pas dire dans la même, mais un peu dans la même galère. Mais... Donc j'ajoute que vous êtes courageuse aussi, vous ne me l'avez pas dit, parce que donc venir ici, c'est prendre des risques. Défaut plein, vous avez des petits moments de lâcheté. Comme tout le monde. Oui. Et voilà, donc... Et en plus, j'ai le défaut que je ne me trouve pas de défaut. Ouais. Bon. Pas toujours. Donc à la une du 946 de la Glorieuse, donc on revient sur cette affaire, passe sanitaire, souriez, vous êtes scanné. Pourquoi des blouses blanches battent le pavé, liberté, égalité, code de barre. C'est le titre. Voilà. Article dans lequel vous donnez votre témoignage sur ce sujet-là. On va un peu plus approfondir aujourd'hui. Ensuite, on revient sur les vacances. Ça recommence. L'été sera chaud et compliqué. On revient sur le PS qui est sur son 81. Le camp des urbains roule pour la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et dans les portraits anciens, donc Frédéric Bourgain, industriel et politique. Deuxième partie. Donc Catherine. Est-ce que quand on interviewe un psychiatre, on peut l'appeler par son prénom? Ça peut le faire dans ce contexte, il n'y a pas de règles. On va dire que ça me convient pour aujourd'hui. Bon. Vous êtes consentante? Pour ça, je suis consentante. Oui. Pourquoi faut-il être courageuse pour venir parler ici? Parce qu'on s'aperçoit bien, j'ai bien quelques collègues avec qui je discute et qui, d'emblée, ont trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Enfin, d'emblée. C'est pas tout à fait ça, parce que dans la première phase, je pense que tout le monde a eu peur. Et le virus, réellement, cet inconnu, nous mettait dans une grande réserve, prudence, on voit. Aujourd'hui, c'est difficile, pour moi en tout cas, pour les collègues avec qui je partage ça, d'adhérer à ce qui nous est proposé comme stratégie pour lutter dans cette dite crise sanitaire. Il y a les messages contradictoires, je veux dire des choses qui ont déjà été dites et redites, en décalage avec le réel, avec une forme de disproportion, avec une forme de vanité, dans le sens il est vain de lutter contre un virus, comme si on allait pouvoir le maîtriser. Et là, dans ma conception de l'humain, dans ma manière de voir le monde, je pense que on devrait, j'essaye en tout cas, de tendre vers une certaine mesure, dans le sens on ne peut pas maîtriser. Et notre société, elle est dans une exacerbation de cette idée de la maîtrise, du risque zéro, de pouvoir raisonner, contrôler quelque chose qui nous dépasse. Et il me semble que le réel, il n'y a pas que moi, tout le monde le voit, et je pense que le décalage, il est partagé. Le doute, ça fait douter quand même, ça fait questionner, voir que le vaccin est-il si efficace que ça quand on voit ce qui se passe en Israël, en Angleterre. Mais ici, on va nous dire, si, c'est quand même ça il faut continuer, etc. Donc, je me pose des questions sur le message, le but du message, les moyens, la surenchère, et là maintenant, l'obligation vaccinale au risque
de perdre son métier. Moi, je vais faire partie des personnes qui vont sans doute perdre mon poste en hôpital, perdre mon poste en libéral dans peu de temps. Si c'est ça qui est... Et puis il n'y a pas que moi, je veux dire, je connais des soignants qui choisissent de ne pas donner leur consentement. Pour eux, c'est difficile de faire confiance, c'est difficile de se faire injecter un produit pour lequel la prudence s'imposerait, d'autant plus que la gravité du risque est à remettre à sa place. Et comment considérez-vous aujourd'hui votre profession? De quel point de vue? De considérer ma profession? La médecine en général. Ah, la médecine. La médecine est devenue très technicienne. Il y a un oubli de la souffrance, un oubli de la douleur. On considère la maladie, le diagnostic. On a affaire à des étiquettes, on a affaire l'humain derrière a disparu. C'est du biologique. Et derrière l'humain singulier qui choisit son existence d'une certaine manière, on ne s'y intéresse pas. Et l'humain qui souffre, on oublie aussi. Et, en 1574, Étienne de la Boétie, du haut de ses 17 ans, écrivait un texte exceptionnel qui s'appelle le Discours de la servitude volontaire. Comment analysez-vous cette soumission générale en votre qualité de psychiatre? Une évolution de société, je dirais. Là, alors, en qualité de psychiatre, c'est... Est-ce que je vais avoir du mal à me dissocier aussi de ma personne, hein, vous savez, il y a autant de personnes que de psychiatres. Hein. Chacun a une manière très, très, très différente de voir, d'accompagner, et c'est très difficile de dissocier. Non, mais la psychiatrie par rapport à la soumission, il y a peut-être quelque chose à dire. La peur, il y a peut-être à regarder... on pourrait revenir sur l'expérience de, comment il s'appelle, Milgram. Il y a eu des expériences en psychosociologie extrêmement intéressantes qui fait que l'humain est extrêmement suggestible. Et face à l'autorité, une autorité, là on va dire que ce qui viendrait faire autorité, c'est cette assurance de conseil scientifique, de défense, et qui vient faire que on se soumet à cette autorité et qu'il est possible de ne plus penser. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres phénomènes et c'est très intéressant parce que ce matin, une patiente me faisait le parallèle de comment est-ce elle a été, on va dire, en épuisement professionnel dans une institution, administrative publique, et j'en connais beaucoup qui ont été en épuisement professionnel dans ces administrations publiques. Et en fait, elle reconnaissait exactement les mêmes schémas. Donc c'est une patiente vaccinée, c'est pas le problème, c'est pas quelqu'un mais qui se sent complètement déstabilisée du fait de ne plus pouvoir avoir de repères, du fait des messages, du fait d'avoir des messages qui soient au dernier moment, de se mettre devant le fait accompli, de risquer, d'avoir des risques inconsidérés, le risque de perdre son travail. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de perdre leur travail. Tout le monde est endetté, donc il y a une dépendance extrême. Puis je pense qu'on est un peu endormi. Est-ce qu'il faut se soumettre aux enjeux collectifs? Quand il y a un intérêt, oui, c'est pas... il peut y avoir un intérêt de se soumettre aux enjeux collectifs, mais là je les discuterai. Ces enjeux collectifs, c'est pas une histoire d'individualisme et d'égoïsme, etc. C'est de contestation de la manière de s'occuper de ces enjeux collectifs. Il n'y a qu'une seule voie, la solution, avec une surenchère qui va jusqu'à vacciner les enfants. Le Conseil national d'éthique s'est prononcé en disant clairement que le bénéfice-risque pour les enfants n'était pas, et qu'il ne recommandait pas la vaccination pour les enfants. Ça passe. Et effectivement, les enfants ne sont pas une population à risque.
des stratégies qui peuvent être entendues ailleurs, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même des voies qui existent, qui sont pas dans les grands médias, mais il y a des voix qui prônent la prudence, qui expliquent les effets que peuvent avoir ces vaccins, qu'on devrait être prudent tant qu'on n'a pas fini les essais, et il faudra des années pour voir un petit peu ces essais avec une vaccination complètement innovante. C'est une thérapie génique, hein, donc on n'a jamais fait ça. On pourrait s'abriter vers des vaccins qui sont beaux de procédés traditionnels, qui sont sortis, comme ceux en Chine. Peut-être que les adjuvants de ceux-là sont peut-être pas recommandables, mais y a-t-il si urgence que cela? Il y a des moyens de soulager. On s'est mis de soulager, de traiter. Toutes ces voies-là ne sont pas entendues. Jamais un conseil de prévention a été donné sur le fait qu'il fallait de la manière de manger des vitamines, de continuer à faire du sport. Le nombre de personnes qui ont pris du poids, qui ont des fontes musculaires et qui maintenant se font des lumbagos, des sciatiques. Voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas eu un seul conseil dans le sens de comment s'occuper de soi. On s'en réfère à la parole idéologique qui dit c'est pour votre bien, c'est comme ça qu'il faut faire, et on écarte les autres paroles. Moi, ça me questionne. Dernièrement, là, il y a le sénateur Bourgi, là, le patron du PS local, qui a traité de tous les noms d'oiseaux les antivax. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Non. Résister, c'est pas aussi vertueux que se soumettre. A-t-on le droit de se poser des questions? Pourquoi se faire insulter par des hommes politiques? Oui, il y a un enjeu passionnel. Donc on est parti dans une vérité. La conception d'une vérité, quand il y a une vérité annoncée et qu'il n'y a pas d'autre possible à côté, ça s'appelle la paranoïa. Okay. Donc là, on est dans une vérité martelée, annoncée, et il n'y a pas de possibilité de penser à côté. Moi, je demande de penser à côté. Et je voudrais aussi être protégée par les lois qui existent, du fait que depuis la loi Kouchner, c'est un acte médical, la vaccination, un acte médical qui est banalisé puisque tout le monde peut vacciner. Ça a commencé par infirmier, okay, pharmacien, kiné, enfin, tout le paramédical va pouvoir vacciner. Donc, je devrais pouvoir donner mon consentement à cet acte médical. Là, je ne veux pas donner mon consentement et je vais perdre mon travail. Est-ce que vous connaissez les travaux de l'historien Laurent-Henri Vigneault? Non. C'est un historien à la fac de Dijon qui a développé aujourd'hui dans l'opinion l'idée en disant que c'était un ordre d'État et que donc ça vient pas de la médecine de proximité. L'État s'est substitué en fait à la relation de confiance patient-médecin. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Je suis d'accord. De tous les médecins généralistes que je connais, pendant le premier confinement, on dit on ne nous demande pas ni même d'intervenir, on est au courant de rien, c'est chapeauté par-dessus. Et d'ailleurs, retirer les médicaments, ne plus avoir la liberté de prescrire des anciens médicaments, donc il y a une idéologie. Ce qui est étonnant, c'est le silence de l'ordre des médecins. Je ne me sens pas protégée aujourd'hui. Pourquoi ce silence? Je ne sais pas, il faudrait leur demander. La peur de je ne sais pas. Je me pose des questions, j'ai pas de réponse, mais le doute m'envahit. Pourquoi faut-il privilégier le libre consentement? Pourquoi? Parce qu'on est sorti, avec la loi Kouchner en 2002, d'une conception paternaliste du soin médical pour prôner le respect du patient, l'autonomie du patient, des concepts dont on nous bassine tout le temps par rapport à l'autonomie. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus d'autonomie, il n'y a plus rien. Et pour moi, ce n'est pas justifié par rapport à ce que je constate du décalage entre la nocivité de ce virus, qui est à relativiser, hein, puisqu'on sait quand même les populations qui sont particulièrement touchées, ces populations doivent se protéger, et qu'est-ce que je voulais dire? La nocivité du virus, oui, et la mortalité.
Et c'est pas parce qu'on a le virus du Covid que tout le monde va aller être hospitalisé, aller en réanimation, surtout en prenant un traitement. Bon, alors, moi, je vais répéter des choses que j'ai vues, entendues sur Internet par des gens quand même qui sont bien plus qualifiés que moi pour le dire. Le traitement de l'ivermectine vient d'être reconnu par l'Institut Pasteur. Okay, et ce traitement est quelque chose qui permet de diminuer l'orage inflammatoire, d'éviter cet orage inflammatoire qui est en fait le risque le plus important dans cette maladie Covid, qui fait que cet emballement inflammatoire, c'est là où il y a besoin d'une assistance respiratoire, réanimation, etc. et oxygène. Bon, tout ça a été dit ailleurs, je ne suis pas en train d'essayer de convaincre tout ça. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que je vois, tout ce que j'entends, contribue à me questionner sévèrement. C'est peut-être aussi pour ça que je suis là. Il n'y a pas que moi, j'ai des collègues, j'ai des patients, et des patients à l'hôpital psychiatrique aussi, qui commencent à dire aussi, ils sont peut-être pas si soumis que ça, en disant, mais on ne sait plus quand même quoi penser. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il y a des trucs bizarres. Hein. Tout le monde se met quand même... un certain nombre de gens se posent des questions. Et d'autres ont la réponse. C'est notre société où on a des réponses. Et comme ça, on est bien paré contre l'angoisse. La réponse, ça y est, on a bien maîtrisé. On sait ce qu'il faut faire. Et on est arrimé, assuré. L'être humain, c'est une question bien plus complexe que ça. Et le doute... comment dire, nous ne pouvons pas être rassurés, nous sommes sur un socle d'angoisse où on essaye d'aménager tout ça, on a les aménagements que nous pouvons. Pourquoi les scientifiques qui étayent le non-consentement sont raillés par les médias? Mais je ne sais pas. Vous ne savez pas? Mais non. Parce qu'ils sont minoritaires, votre combat est-il entendu? Il est entendu, il n'est pas très... Il est entendu, il n'y a qu'à regarder quand même, visiblement ça se mobilise dans la rue. Vous avez participé aux manifestations? Oui. Comment jugez-vous la décision d'Emmanuel Macron de ne pas rendre la vaccination obligatoire? Comment je justifie la décision de ne pas rendre la si, il l'a rendu obligatoire. Il la rend obligatoire pour les soignants. Il ne l'a pas rend obligatoire pour tout le monde. Non, pas pour la police, pas pour les pompiers, je crois. Enfin, pour les gens, non. Pour l'instant, non. Mais bon. Tout a été dit. Il a dit qu'il ne rendrait jamais la vaccination obligatoire. Et maintenant, pour les soignons... Enfin, c'est vrai qu'il faut des passes, il va falloir des passes sanitaires pour aller au restaurant, pour aller dans les cinémas, pour aller partout, pour voyager, pour monter dans le train. Tout à fait. Hier, quand on m'avait demandé quelles étaient mes passions, finalement, je ne suis plus tellement passionnée, parce que je sais très bien que je vais renoncer à tout ça aussi. Les personnes et les... Cet hiver, pour faire du bateau, il fallait aussi... Et on était confinés, on ne pouvait pas aller en mer, comme s'il y avait un risque de... Enfin bon, il y a quand même des absurdités qui font qu'on nous a vraiment infantilisés et qu'au bout d'un moment, on ne peut plus penser, parce que ça fait partie des stratégies de management, ça aussi, d'infantiliser les gens, d'avoir des messages contradictoires, d'avoir une pression telle de ne plus pouvoir décider, que ça soit au dernier moment, de donner des décisions juste avant le week-end, de donner des décisions juste avant les vacances. C'est exactement la même chose qui se passe là, et ce qui fait que tout est gâché, c'est-à-dire qu'on est perturbé en permanence. Et les gens, autant ils avaient peur du virus pendant un certain temps, maintenant ils ont peur de ce qui va tomber. Et c'est une insécurité par rapport à quelles sont les possibilités, et comment dire, de plus pouvoir penser, c'est-à-dire je voudrais sortir la nuit, mais est-ce que je peux pas, avec un masque, sans masque? On est sorti du couvre-feu, il y a le couvre-feu, je peux pas sortir alors que j'aurais vraiment besoin d'aller me promener à 2 h du matin parce que j'en peux plus dans cette maison. Ah mais je peux pas, qu'est-ce que je risque? Bon,
Tout ça, c'est infernal. On ne se rend pas compte à quel point ça peut nous user et nous miner. Ah oui. Vous avez l'air sceptique. Ah oui, je suis totalement sceptique. Ah oui. Je ne vois pas comment ça peut user les gens qu'il y ait une certaine restriction, quoi. Les restrictions, c'est fait pour être transgressé. Eh bien... Non, je plaisante. Hein. Oui, je comprends. Il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité à transgresser, à avoir ce courage et assumer le fait de prendre une amende. Et il y a d'autres personnes qui vont être terrorisées, qui vont être effrayées. Je vois autour de moi, il y a des gens qui sont stressés, qui ne veulent plus sortir de chez eux. Ben, voilà, il y a ça aussi, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé dans la médecine Qu'est-ce qui s'est passé dans la médecine avec les EHPAD voilà. Je sais pas tout, hein. La médecine a vraiment vécu l'enfer, ou c'est voilà, où ça a été un peu monté en épingle pour faire peur aux gens. Je ne pourrais pas donner un avis de là où je suis. Notre hôpital n'a pas été très touché. Par rapport, il y a des soignants dans mon service qui se sont contaminés entre eux du Covid. Aucun soignant n'a transmis le Covid aux patients. Et ils y sont H24, en tournant toutes les 8 heures. Donc le risque de contaminer les patients, aucun, et pendant, là on a quand même eu un recul de 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Selon vous, est-ce que les politiques sont bien placés pour prendre des décisions sur la santé et le bien-être? C'est dans la société qu'on a fabriquée. C'est tout un découlement comment dire, ça se fait pas tout seul, hein, c'est pas un gouvernement qui est venu comme ça, c'est une société qui évolue en voulant être sans doute protégée à des endroits où il faudrait peut-être prendre plus de mesures individuelles, de réfléchir justement, de revenir à qu'est-ce que c'est que mon existence, qu'est-ce que je veux pour mon existence, et s'en remettre à ceux qui savent, au fur et à mesure, de ceux qui savent, eh bien, le peuple ne sait plus se prendre en charge. Pourquoi on n'a pas demandé aux gens de se prendre en charge, on les a pas responsabilisés sur le choix, voilà. On aurait pu prendre au moins questionner. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que y a un virus? On ne sait pas trop ce qui se passe, il y a une dangerosité. On commence à savoir au fur et à mesure quelles sont les personnes les plus touchées. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous semble bon dans le sens de comment chacun... est-ce que c'est des... Ben non, ça n'a pas été questionné. On a privé les personnes en EHPAD de leurs proches. Quand on se pose des questions sur qu'est-ce que c'est que l'existence, est-ce que c'est un bout de viande biologique sur un lit en EHPAD qui ne peut pas sortir de sa chambre? Ou est-ce que c'est un tissu de relations sociales, de réseaux sociaux, de liens familiaux, de pouvoir dire au revoir? On n'a pas pu enterrer les morts? C'est une drôle de société. Mais elle ne vient pas d'aujourd'hui comme ça, hein. C'est une évolution lente et sûre vers la maîtrise, le contrôle, la technique, voilà, et de se porter, que chacun porte ses angoisses et porte un certain risque. On voit bien, risque zéro. Donc on limite de plus en plus de choses. Ça me fait penser que il y a toujours des enfants qui meurent dans les piscines, bien qu'elles soient barricadées, etc. Et je m'étais déjà insurgée quand il y avait eu ces barrières obligatoires et ces systèmes de... que font les parents quand il y a des piscines? On surveille les enfants, on est à côté. Et ça, c'est le risque. C'est comment je porte le risque aussi. Et qu'est-ce que... Mais non, on s'en remet à la technique, à des barrières. Ben, ça n'empêche pas. Le pass sanitaire, c'est pas ce qui permettra d'arrêter la maladie. Ah, ben écoutez, je pense pas. Non, j'en suis pas convaincue. Pas du tout.
puisqu'il y a de toute façon les transmissions de virus. Alors, on dit d'une manière atténuée, mais de toute façon, le virus Delta n'est pas un virus On parle des contaminés en ce moment, on ne parle pas des malades, on parle des gens contaminés. Et ça, c'est dans les médias, il y a encore des manières effrayer, affoler. C'est encore une manière d'obéir, de se soumettre. Ben oui. Pourquoi c'est si difficile d'avoir des discussions à ce sujet aujourd'hui? C'est devenu un sujet vraiment clivant dans la société. C'est terrible. Ça, c'est terrible. C'est clivant dans la société, c'est clivant dans les couples, c'est clivant dans les familles, c'est clivant dans les amis. Ça veut dire qu'on ne peut plus parler de rien, ou alors il y a la position binaire et la guerre dans les familles. C'est terrible. Ça, c'est une souffrance encore que je vois en tant que psychiatre. Ça, c'est et incroyable. psychothérapeute. C'est terrible. J'étais interviewé sur une radio il y a quelques jours. Et on plaisantait de choses et d'autres. Et il y a une personne et je disais, bon voilà, j'ai fait un article sur les anti-vax. Voilà, bon. Même s'ils sont 5 ou 10% de la population, chaque manifestation, c'est entre 5 et 10 000 personnes. C'est pareil dans une ville. Surtout quand il y a combien 220 villes qui ont manifesté. Voilà. Donc ça fait beaucoup de monde en France. Et bien il y a quelqu'un qui s'est raidi là. Ben oui. Je pense que si on est convaincu que le vaccin est la solution pour ne pas contracter cette maladie terrible, évidemment, ça vient pousser des angoisses, dans le sens de ne pas comprendre pourquoi on ne veut pas accepter ce vaccin. Comment vous expliquez... Moi, j'ai beaucoup plus peur du gouvernement que du virus. Comment vous expliquez que les profils sociologiques des manifestants insistent sur le côté des radicaux politiques, des déclassés socialement, des marginaux du système, très manichéens. J'ai pas entendu ça. Vous voulez dire qu'on critique que ce sont des... Ben oui, ce sont peut-être des personnes qui simplement doutent. Est-ce qu'on peut se poser des questions? Est-ce qu'on peut douter? Est-ce qu'on peut discuter? Non. Vous avez remarqué aussi qu'il y a eu des menaces de mort là, contre des députés de la République En Marche. Voilà, donc... on est désunis. Qui ont essayé de disqualifier, donc ça disqualifie Est-ce que c'est de nature à disqualifier vos propos parce qu'il faut monter ça en sauce et... C'est possible. Qu'est-ce que vous voulez que... Bon, on va terminer en parlant un peu de psychiatrie. On a parlé beaucoup des vaccins. La psychiatrie. Oui, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas anti-vax, mais je voudrais qu'il y ait la pluralité de la parole et des informations. Moi aussi, c'est mon point de vue. Moi, je suis plutôt pro-vax. Et pourquoi pas? Mais je suis tout à fait pour la liberté de parole. Voilà, donc... Est-ce que, donc en psychiatrie, là, qu'est-ce qui s'est passé? 2 confinements, on est sur la quatrième vague, une vague qui part un peu dans tous les sens avec ces manifestations, donc tout ce dont on a évoqué. Dans la tête des gens, ça se passe comment? Je dirais aujourd'hui. Conséquences mentales. Oh là là, mais il y a détresse. Il y a différents niveaux, parce qu'il y a eu le premier confinement qui a été... d'abord très très inquiétant pour tout le monde, très comment dire, perte de liberté d'aller et venir pour tout le monde, et les patients qui sont dans des hospitalisations longues, il se trouve que je m'occupe d'une unité de resocialisation avec des patients qui sont hospitalisés des mois, parfois des années. Ce sont des patients qui ont été considérés, enfin, l'unité était leur domicile et ils ne sont pas sortis de l'unité. Donc, perte de toutes les sorties, les visites, la possibilité de prendre l'air, oui, se promener dans l'hôpital, accompagner, ça c'est resté possible, mais de toutes les activités qui étaient stimulantes intellectuellement, c'est extrêmement important, physiquement, dans le sens de ne pas perdre tous ces acquis et même d'aller vers une autonomie dans le but de s'autonomiser, un grand recul, et on n'a pas fini d'en payer
les conséquences, parce que c'est très difficile de remobiliser cet arrêt, avec les prises de poids pour tout le monde, avec les pertes de motivation, c'est très difficile, et de toute façon, on est encore limité dans les possibilités. On a été réduit dans les jauges, dans les salles, donc pas de groupe, dans les jauges, dans les voitures, donc pas impossibilité d'emmener les patients au café comme on faisait. Tout ça, c'est la vie sociale, dans les bus, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est le résultat du premier confinement qui continue, hein, et on n'a pas fini encore d'avoir ces difficultés. Plus de personnes en détresse? Bien sûr, beaucoup plus de personnes en détresse. C'est pas la même chose, c'est les patients hospitalisés. Alors dans les crises aiguës, bien sûr, quelques délires sur les délires d'empoisonnement du vaccin, etc., et des puces et compagnie. Ça, il y a eu une recrudescence des personnes en psychiatrie aussi? De toute façon, on est saturé tout le temps, parce qu'on n'a pas assez de place à l'hôpital, et qu'on est saturé à la fois en place et à la fois en effectif, ce qui fait que de toute façon, la psychiatrie est bien en difficulté, et que ça ne va pas s'arranger. Après, maintenant, aujourd'hui, les difficultés, c'est que déjà, les activités n'avaient pas repris, hein, dans le sens... Je parle pour les patients hospitalisés, il y a eu vraiment des conséquences à l'intérieur de l'hôpital, de tout le sport qui était organisé à l'intérieur de l'hôpital, des activités artistiques, etc. À l'extérieur, et les patients qui viennent en dispensaire sont plus autonomes, mais ils ont perdu aussi toutes leurs activités. Donc ils se sont retrouvés cloîtrés chez eux, avec certains pour qui c'était un bénéfice, dans le sens d'être enfin libérés de la pression de devoir sortir dans la foule, et ça... Pour toutes les personnes souffrant d'anxiété majeure, de phobie sociale, eh bien, se sont retrouvées dans un mieux-être momentané. Et puis maintenant, ils retrouvent la foule, mais toujours pas les activités, toujours pas les appuis et les repères, et avec les questions qui se... Je voudrais me faire vacciner, mais finalement, je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous croyez qu'il faut que je me fasse vacciner? Qu'est-ce que c'est que ce vaccin? Mais c'est quand même bizarre ce qu'ils disent. On ne comprend plus rien. Et donc, un stress qui monte et un mal-être qui monte. Sans compter tout ce que je disais tout à l'heure, des clivages dans les familles, de devoir se positionner, donc de plus parler, de devenir mutique, de garder secret le fait qu'on veuille se faire vacciner ou pas se faire vacciner. Bon. Quelle histoire! On a l'impression qu'on est passé d'un temps de la crainte avec cette maladie à un temps de la résistance. Ah peut-être, je sais pas, je serai pas dans cette assurance-là. C'est tout bénéfice, ça. Je ne serai pas dans cette assurance-là. Pour moi, c'est le chaos pour l'instant. Ah, carrément. Ah oui, dans quelque chose de... On va terminer sur une note plus gaie. Une note plus gaie, donc ça s'appelle la question chapeau, si vous voulez bien choisir. Ah, il n'y en a qu'un, je suppose. Non, il y en a deux. Il y en a deux. Question chapeau. C'est quoi le bonheur? Eh ben, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est? Le bonheur dans la période que nous vivons. C'est de chercher le chemin, le salut. C'est de se... D'abord, ça me permet de dire qu'on se leurre avec l'histoire de chercher la santé, chercher le bonheur. Bon, tout ça, ce sont des amuses... Si on est en bonne santé, on a fait déjà beaucoup de chemin pour être heureux. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la bonne santé? Qui c'est qui doit dire que c'est la bonne santé? C'est écrit quelque part, la bonne santé? Avant, on s'occupait de la maladie, on ne s'occupait pas de la santé. On se souhaitait bonne santé, on se disait comment vas-tu, comment te portes-tu? On espérait que ça aille mieux. On le dit toujours, ça. On le dit toujours, mais c'est bien dans l'idée on a chacun notre chemin à faire, à trouver de comment se porter, comment porter notre existence, comment la conduire, comment faire des choix. Et tout ça, c'est extrêmement difficile. Le bonheur, c'est peut-être qu'on peut le trouver de temps en temps, à des moments de bonheur, je ne dis pas, mais le bonheur, comme ça écrit, mais c'est un danger que de chercher le bonheur. Ça n'existe pas en soi comme ça. Maintenant, chacun doit bien savoir qu'il y a des petits moments de bonheur. Je crois qu'il y a un écrivain qui a écrit ça.
C'est comme le soleil, il y a des petits moments de soleil. Des petits moments de soleil. Voilà. Très bien. Autre chose sur le bonheur? Ça va, je pourrais être intarissable finalement sur le sujet. Donc, Je vous remercie. merci.